Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast du cabinet Drey & Drey et nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de recevoir Maître Georges David Benayoun, et à ma droite, j'ai Nathaniel Drey, expert comptable et fiscaliste en Israël. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, la question, c'est concernant les successions internationales entre la France et Israël. Maître Benayoun, est-ce qu'il y a des pièges fiscaux courants que les héritiers français doivent éviter lorsqu'ils héritent de biens en Israël? Oui, déjà, éviter la confusion. Alors, il y a des droits de succession en France, mais pas en Israël. Voilà, c'est tout à fait ça. Et tu as bien fait de le préciser, Georges David. En fait, il faut savoir que la plupart des gens, quand on leur dit qu'il y a une succession sur un actif qui est en Israël, eh bien, les gens vont penser qu'étant donné qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession en Israël, enfin, il n'y a plus d'impôt sur la succession en Israël, parce qu'il y en avait jusqu'à 81, et ça a été arrêté, annulé, abrogé. Voilà, ils parlent de le remettre éventuellement, mais pour le moment, ils ont trouvé de l'argent ailleurs. Et donc, les gens font un rapide court-circuit en disant, ben voilà, le bien il est en Israël, voilà, il y a pas d'impôt sur les successions en Israël, je suis pas obligé de le déclarer, mais en réalité c'est totalement faux, puisque lorsqu'il y a un décès ou lorsqu'il y a nécessité d'établir ou d'ouvrir une succession, on va vérifier 3 éléments. Tout d'abord, où se situe le défunt. Et là, on va très rapidement faire le tour avec Georges David de la notion de résidence fiscale d'un pays et de l'autre. Donc, de quel pays était le résident fiscal le défunt, de quel pays est résident fiscal l'héritier ou les héritiers, et accessoirement, où se situe géographiquement le ou les biens. Alors, si c'est un bien immobilier, c'est facile, mais lorsqu'il s'agit de biens financiers, c'est autre chose. Voilà, là, tu viens de donner les critères français. Il faut expliquer que l'anomalie n'est pas dans le fait qu'il n'y ait pas de droit de succession en Israël. L'anomalie vient dans le fait qu'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Israël en matière de succession. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que la France, comme beaucoup de pays d'Europe, refuse de signer de telles conventions. La France a 130 conventions en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune, une trentaine en matière de droit de succession, principalement les pays européens et d'anciennes colonies. Donc, à partir du moment où on n'a pas de convention, on doit appliquer le droit dans chacun des pays. Or, les règles françaises sont extrêmement larges, et il y a une sorte d'attractivité, parce que on a un père israélien, un enfant israélien, un bien français, on paye une succession française. Et attention, on parle souvent que de l'immobilier, mais il faut regarder les comptes bancaires. Une personne a un compte bancaire en France, ce compte bancaire rentre dans une déclaration de succession française. C'est très peu su, parce que tout le monde confond un peu le régime de l'ALIA, le fait que si vous avez un compte bancaire en France, vous ne payez pas d'impôt en Israël sur la rémunération de ce compte bancaire. Mais en matière de droit de succession, le sujet est totalement différent. Tout à fait. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que bien souvent les gens, quand ils font leur alia, ils vont avoir tendance à dire, bon, je vais quand même garder éventuellement un compte ou un portefeuille financier en France parce que je connais bien mon banquier, parce que ça fait 30 ans que le compte est là-bas, ou parce que ils ont peur de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Cela dit, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui vont transférer les assurances vie au Luxembourg. Et ça, Georges David, comment il y a un petit peu d'ambiguïté, comment ça se traite la succession sur une assurance vie qui était au départ française, qui a été transférée au Luxembourg, et par la suite la personne, par exemple, est venue habiter en Israël? Alors, à partir du moment, ce qu'on va regarder, c'est la personne qui décède, où se trouvent ses enfants. Si les enfants se trouvent en Israël, on n'aura pas d'imposition au niveau du contrat d'assurance vie entre le Luxembourg et Israël. Maintenant, si l'enfant est résident fiscal israélien, il peut avoir une imposition. On va rentrer dans l'analyse de l'assurance vie. L'assurance vie si les sommes sont apportées avant l'âge de 70 ans, on est hors succession. Donc on a un abattement de 150 000 €, puis après une imposition à 20%. Si les sommes ont été apportées après 70 ans, ça rentre dans le cadre de la succession française, avec des montants dus en ligne directe jusqu'à 45% d'impôt. D'accord, et c'est super intéressant. Et bon, le principe d'une assurance vie, c'est que c'est une somme d'argent qui est placée à l'état initial et qui ensuite va permettre de générer par la suite des intérêts qui vont être capitalisés. Comment sont considérés les intérêts, donc les fruits, qui ont été produits après les 70 ans de la personne? Quand on est en matière de succession, on ne va pas regarder les fruits. On va regarder le montant total, et donc on va imposer la totalité de la somme dans des droits de succession. D'accord, donc pour les 150 l'impôt sur le revenu et les droits de succession. Donc pour les 150 000 € qui ont été, si l'assurance vie a été ouverte avant 70 ans, on a 150 000 € de déduction. C'est par enfant, par parent, c'est ça? Oui.
D'accord, ok. Et très rapidement, puisque là on est en succession, ça va souvent avec donation. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement la loi française en matière de donation? Alors juste en mini introduction, je rappelle qu'en Israël il n'y a pas d'impôt sur les successions, mais il n'y a pas non plus d'impôt sur les donations entre proches. Donc ça concerne les sommes d'argent, ça concerne les biens immobiliers. Alors sur les biens immobiliers, je mets un petit astérisque. Hein, évidemment, il y a des droits il y a une taxe d'acquisition minorée lorsqu'on transfère un bien immobilier d'un parent à un enfant ou inversement. Mais pour le coup, en France, comment ça se passe si une personne décide, on a eu le cas il y a pas très longtemps avec Georges, une personne décide de transférer un actif immobilier à son fils, par exemple. Comment ça se passe? Alors, premier élément, les droits de donation, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les droits de donation, lorsque vous effectuez une donation en Israël, ça sert à rien d'aller voir un notaire français. Généralement, on n'a pas besoin du notaire français. On va aller voir un avocat notaire israélien qui, lui, va rédiger un acte. Et on a une obligation fiscale en France, dans un délai de 30 jours, de payer les droits de donation en France, parce que l'ayant droit ou le bénéficiaire est résident fiscal français. Donc dans ce cas-là, Maître Benayoun, il faut avoir un avocat fiscaliste, notaire, pardon, israélien, mais qui soit francophone. Oui, alors oui, parce que le problème du français, c'est qu'il parle rarement beaucoup de langues. Ouais. Et ceux qui viennent en Israël, souvent, ne parlent pas bien ou pas hébreu. Or, il y a un grand principe, si on signe un document qu'on n'a pas compris, il a une valeur nulle, de nullité absolue. Et puis les Israéliens, j'en profite aussi, les avocats israéliens, alors pas les francophones, hein, mais les avocats israéliens, bon, ils baragouinent pour certains un petit peu l'anglais, mais on va dire que les langues étrangères, c'est pas non plus leur fort. Donc, sur les donations, il y a un élément extrêmement important, il faut pas se dire, tiens, je vais faire une donation en Israël, puis je vais pas la déclarer en France. Parce qu'en France, en matière de donation, on a quand même l'arme suprême, l'arme atomique. Au moment où l'administration fiscale a connaissance d'une donation, elle choisit de déterminer la valeur du bien, soit au jour où la donation a été signée, soit au jour où on lui a révélé la valeur du bien. Donc, ça veut dire que si vous avez même une donation qui a été faite il y a 15 ans, et c'est un peu gravé dans le marbre, hein, c'est quasiment imprescriptible, il y a 15 ans, surtout sur le marché israélien, ça valait quand même nettement moins qu'aujourd'hui. Si la France a le choix entre les deux, vous risquez de passer quand même un très mauvais moment. Donc, ça, c'est un sujet purement français, il faut vraiment le réfléchir avant de le faire. D'accord, donc en fait, pour simplifier ou synthétiser un petit peu ce que tu viens de dire, si jamais un parent a décidé il y a une dizaine d'années de donner un appartement, un 4 pièces à Tel Aviv qui valait à l'époque 5 millions de shekels, plutôt bien placé, à son fils, et qu'il était résident fiscal français à ce moment-là, et que pour une raison X ou Y, l'administration fiscale française s'aperçoit de l'opération 15 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, pour être à aujourd'hui, ils vont prendre en compte la valeur actuelle, la valeur de marché actuelle de cet appartement. Alors, en Israël, les biens immobiliers prennent entre 5 et 6% par an de plus-value. Ça, c'est mathématique. Donc, c'est l'histoire qui le prouve. Ce qui veut dire que l'administration a le choix entre dire soit je vais taxer en fonction de la valeur historique. Alors là, déjà, il y a des droits qui auraient dû être payés à l'époque. Et maintenant, ils peuvent également appliquer ce nouveau tarif. Ok, Non, mais parce qu'il faut savoir aussi, là, vous êtes dans le raisonnement du marché israélien. Moi, je vois d'autres marchés, vous avez des marchés où les valeurs ont pu baisser. Donc l'administration dit, je vais choisir la valorisation qui est la plus intéressante pour moi à partir du moment où une personne n'a pas respecté les conditions pour réaliser la donation. Et justement, d'un point de vue technique, c'est quoi les réflexes pour un résident fiscal français qui veut optimiser un petit peu, s'il veut faire une donation? Donc tu m'as dit, il doit aller... Alors, il a tout intérêt à faire une donation. Une donation, ça se prépare. Quelle est la valeur? Il faut un avocat compétent en Israël. Et puis après, que le fiscaliste puisse regarder est-ce que l'acte qui est signé est cohérent au regard du droit français et qu'on puisse payer les droits de donation. Parce que si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on se retrouve avec une donation qui a été faite il y a 10 ans, qui est découverte aujourd'hui par l'administration fiscale. Les donations, on les découvre très souvent dans le cadre d'une succession. Et qu'est-ce qui va se passer? On risque de lui faire payer des droits sur la valeur actuelle, mais surtout, on va lui dire il y a 10 ans que vous êtes propriétaire du bien. S'il est loué, qui a encaissé les loyers? Si ce bien, si vous êtes à l'impôt sur la fortune en France, ça va venir se rajouter pendant 10 ans. Donc, vraiment, ce qu'il y a de pire aujourd'hui, ce sont des donations, des vieilles donations en matière d'immobilier qui n'ont pas été déclarées. Et est-ce que les donations en France peuvent bénéficier des mêmes avantages qu'il y a lors éventuellement d'un démembrement? Oui, tout à fait. On peut, nous arrive fréquemment sur Israël et sur d'autres destinations de faire une donation de la nue propriété. C'est ce qui va permettre de réduire les droits, de permettre souvent aux parents d'utiliser le bien de leur vivant et donc de pouvoir le transmettre aux enfants
sans aucun autre paiement que le paiement des droits, moi je parle pour Israël, pour la France. Israël, Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent effectivement, selon ce que tu viens de dire, qu'en Israël, ils ne connaissent pas le démembrement. Alors, je répète pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, le démembrement, c'est le fait d'inscrire la nue propriété aux enfants, à l'enfant ou aux enfants, mais de maintenir l'usufruit à la personne qui détenait le bien avant l'opération de démembrement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va permettre de déjà transférer la propriété juridique de l'actif en question, donc du bien immobilier par exemple, et lorsque c'est fait dans des années relativement jeunes, moins de 40 ans, moins de 50 ans, moins de 60 ans, la valeur de l'actif qui est transféré est décotée parce qu'en réalité, on ne donne pas tout l'actif. On ne donne pas et la nue propriété et l'usufruit de l'actif, on ne donne que la nue propriété, on conserve l'usufruit. Donc il y a une sorte de décote qui est appliquée sur la valeur de l'actif. Et je profite également de ce sujet-là parce que en Israël, le démembrement est reconnu par les autorités fiscales israéliennes. Il n'est pas compris parce que pour eux, il n'y a pas d'impôt sur les donations, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Donc, ils vont pas comprendre à quoi ça va servir, mais on peut tout à fait le faire appliquer. On peut demander également à payer des droits de mutation qui sont à taux réduit parce qu'en Israël, ils vont comprendre ce que c'est. Ils vont comprendre ce que c'est d'avoir donné uniquement la nue propriété, non pas l'usufruit. Donc il y a des manières de présenter, d'habiller un petit peu la mariée, comme on dit, mais ça existe et ça peut être hyper intéressant si vous avez vous-même vous habitez par exemple en Israël, mais vous avez des enfants qui sont restés en France, vous avez des actifs, vous pouvez leur donner du vivant. Il y aura des droits réduits à payer en Israël et ça pourra se faire pour éviter des impôts sur la succession. Et Maître Benayoun, comment est-ce que vous conseillez des résidents français ayant des biens en Israël de structurer leur patrimoine pour minimiser les impôts? Alors, si on est sur une acquisition, on peut se poser la question de créer une société qui va acquérir les différents biens, et donc cette société va s'endetter. Maintenant, est-ce que on achète des biens pour les donner en location, ou on achète un bien pour l'utiliser? La destination est importante, c'est pas du tout la même chose. Généralement, le premier niveau d'investissement, c'est quand même l'utilisation d'un bien à des fins personnelles qu'on souhaite pour une certaine durée, et pour aussi financer l'acquisition, louer. Et à ce moment-là, je pense que c'est la détention directe qui est la plus intéressante parce qu'on a quand même un mécanisme en Israël qui m'intéresse et qui nous rend un peu jaloux en termes d'imposition par rapport à la France. Oui, ce dont tu veux parler, c'est qu'effectivement en Israël, même lorsqu'on est en nom propre, donc on détient le bien en direct et non pas à travers d'une société, on a quand même le droit d'utiliser des mécanismes qui en France sont réservés uniquement aux sociétés, notamment aux SCI qui exploitent à l'IS, qui sont imposés à l'IS. En France, on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle en Israël, pardon, on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle le forfait réel et donc de venir déduire les dépenses. Alors les dépenses d'exploitation, les charges, les travaux, l'entretien, l'agent immobilier, l'avocat, mais on a également surtout le droit d'amortir le bien, comptablement le bien. Donc on va reconnaître une certaine valeur de dépenses ou de charges qui vont venir se déduire des loyers et ce pendant 25 ans, donc pendant toute la durée d'exploitation du bien. Et bien souvent, effectivement, en Israël, lorsqu'on exploite un bien locatif, on ne va pas payer d'impôts. Alors attention, il faut quand même regarder, faire attention, si vous êtes résident fiscaux français, vous allez utiliser le paiement de l'impôt israélien ou la déclaration israélienne, et ça va constituer un crédit d'impôt. Néanmoins, il faut bien faire attention, c'est que le régime que tu viens de détailler, qui est celui, l'équivalent du loueur meublé, professionnel ou non professionnel en France, ne s'applique pas chez nous si le bien est donné en location nue. Donc, attention, on a un risque là d'imposition et de différentiel lorsqu'on a une location nue, et dans ce cas-là, on préfère souvent l'imposition au forfait. Oui, mais il faut pas oublier également que il y a l'article 6 de la Convention entre la France et Israël qui va maintenir un droit d'imposition exclusif à Israël. Par contre, effectivement, si vous pouvez louer en meublé, c'est préférable puisque vous allez pouvoir ensuite utiliser les forfaits d'amortissement dont on parlait tout à l'heure, et très souvent même pour le calcul du taux effectif de l'impôt, c'est ce résultat-là qui va être intéressant. Et quelles sont les principales erreurs que les héritiers commettent lorsqu'ils gèrent une succession internationale sans l'aide d'un avocat fiscaliste? Alors, c'est souvent de prendre le notaire de quartier. Et le notaire de quartier, il voit pas souvent une succession internationale. Il n'a pas la connaissance, en fait, c'est ça? Il n'a pas la connaissance et surtout la pratique. Donc c'est vrai que nous, on intervient beaucoup en support et pour optimiser les successions internationales. Ce qu'il va falloir regarder, c'est un ordre. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession israélienne sur le bien israélien. Nous, on ne peut pas déposer une déclaration de succession en France tant qu'on n'a pas l'ordonnance du juge israélien, la fameuse ordonnance, parce qu'il n'y a que ce document qui déclare qui sont les héritiers. Or, c'est pas la France qui choisit, puisque le bien n'est pas en France, c'est Israël. Donc souvent, on est bloqué en France à cause d'Israël. Et c'est vrai qu'une succession d'un résident fiscal israélien pose moins de problèmes qu'une succession d'un bien appartenant à un non-résident. Quasiment, je crois qu'on double les délais, Nathaniel, sur
l'obtention des documents. Tout à fait. Alors effectivement, c'est plus le domaine d'un avocat en Israël, puisque c'est les avocats ici qui traitent tout ce qui est en matière de succession. Mais un des sujets qui revient assez souvent, c'est notamment la notion d'un testament qui est rédigé en Israël. Et comment est-ce que ce type de testament, je vois beaucoup de personnes qui viennent en Israël et qui vont opter tout de suite pour la rédaction d'un testament selon les normes ou selon le droit israélien. Ils vont préférer opter pour le droit israélien. Comment est-ce que ça s'est perçu, Georges David, par l'administration fiscale française lors d'une succession? Alors, il faut bien avoir conscience que c'est pas ni bien ou mal perçu par l'administration fiscale française, c'est que c'est pas un problème fiscal. C'est un problème de droit civil applicable. Donc, à partir du moment où les personnes ont choisi un droit civil applicable, la fiscalité, elle ne fait que tirer les conséquences de ce choix. Et ce choix, il est ouvert au regard des conventions internationales en matière de succession, qui prévoient que lorsqu'on est binationaux, on peut décider d'opter pour l'un ou l'autre régime en matière de droit civil. La fiscalité, elle va être inchangeable. Mais déjà, on suit le droit en la matière. Ce qu'il faut faire, et moi je le demande souvent à mes clients lorsqu'ils parlent de testament en Israël, je leur dis, il faut aller un peu plus loin que dire que laisser en bénéficiaire son conjoint survivant et après ses enfants à part égale. Il faut aller plus loin parce que lorsque vous avez des enfants qui se trouvent en Israël, ils n'ont pas de droit de succession à payer sur des biens israéliens. Et vous avez aussi des enfants en France avec des biens en France, vous allez plutôt aller sur un système d'allocation. Je privilégie les biens israéliens pour mes enfants en Israël et les biens français sur les enfants français. Sinon, ça signifie que je vais aller faire payer mes enfants israéliens sur leur quote-part de biens français, alors qu'ils n'en ont pas besoin, puisque l'idée, c'est de donner une égalité de valeur à tout le monde. Donc, il y a vraiment des mécanismes d'imposition, et rien que cette disposition-là, souvent, elle peut permettre d'aller gratter 10, 15, 20% de droits de succession en moins. Hein. C'est énorme. Alors, justement, vous avez parlé des héritiers, des droits de succession, donc. Comment est-ce que vous gérez, par expérience, comment est-ce que vous gérez les conflits entre héritiers lorsqu'une succession implique des biens situés à la fois en France et en Israël? Alors, le propre de l'avocat, c'est qu'il défend une famille, c'est qu'il défend tout le monde. Donc, il doit juste expliquer quel est l'intérêt commun des personnes et que, plutôt que se tirer dans les pieds, ils ont intérêt à boucler un dossier fiscal, car il faut jamais oublier que, fiscalement, les mois courent, et à partir du 30e jour du 6e mois, vous allez, ou 12 mois si la personne est non résidente, vous allez avoir des intérêts de retard. Et ça monte très très vite en fonction de la valeur de la succession. Donc, il faut juste, avec l'expérience qu'on peut avoir, expliquer aux personnes que l'objectif, c'est de faire un état des lieux, payer la fiscalité et partager au plus vite, ce qui leur évitera de se rencontrer s'ils ne se supportent plus. Et justement, à ce sujet-là, comment ça peut éventuellement se passer lorsque, en absence de disposition du vivant, les héritiers en Israël se rendent compte que la personne aurait pu mieux orchestrer du vivant? Est-ce qu'il y a des dispositions rétroactives qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a ce type d'opérations qui peuvent être mises en place, ou il faut vraiment le faire du vivant et s'en occuper lorsque c'est encore possible? En France, ne peut décider qu'une personne physique qui est en état de le faire. Donc, si elle est décédée, elle ne peut plus prendre de décision, et donc on va aller appliquer la loi. Et appliquer la loi, c'est aussi une incidence. C'est que si vous êtes un couple, vous êtes venu en Israël, vous n'avez pas fait de testament, et que votre dernier testament est un testament que vous avez fait en France, c'est le droit français qui va s'appliquer. Je ne parle pas de la fiscalité française pour l'instant, c'est le droit français. Ça veut dire que vous pouvez avoir tous vos enfants en Israël, encore un ou deux biens en France. Le notaire français, il va vous dire quoi? Je veux le détail de la totalité de votre patrimoine mondial parce que vous êtes soumis au droit matrimonial français. Et après, je ne vais vous faire payer de la fiscalité qu'au regard de certains biens situés en France. Donc, si vous voulez pas être entièrement transparent, vous avez intérêt à opter pour le régime israélien, où là, vous n'aurez pas à tout déclarer en France, mais uniquement à déclarer les biens qui donnent lieu à des droits de succession en France. Et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, une assurance vie qui a été laissée en France, un compte bancaire laissé en France pour des personnes qui ont fait l'ALIA avec leurs enfants il y a 20 ans, il y a 30 ans. On est d'accord que pour ces actifs-là, il y a quand même des droits de succession à payer en France parce que la France considère que cet actif est français. L'assurance vie parce que c'est un peu particulier, mais classiquement un compte bancaire, un compte titre, vous aurez des droits en France. Peu importe le montant. Alors non, parce que vous avez, il y a un moment où vous pouvez être dans l'abattement de 100 000 euros, tout dépend de ce qu'il y a dans la succession, mais oui, en France généralement, on paye sur tout. Il n'y a pas de discount.
C'est pas le genre de La la France, maison. c'est le champion du monde de l'imposition, non? Ils sont pas loin. Dans les pays de l'OCDE, on est deuxième et on doit être, oui, en matière de droit de succession, on est, je crois, deuxième après le Danemark. Après le Danemark. Ok. Bon, pour emballer un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, si je récapitule, en Israël, pas de droit de succession applicable sur les actifs israéliens. Ça, c'est de la fiscalité. Mais commencez toujours par le droit patrimonial et faire votre choix. Donc, regardez s'il y a lieu de faire un testament en France ou en Israël pour gérer ce bien, dire à qui vous allez le laisser, pour qu'au moment où vous allez avoir une succession, française éventuellement israélienne, hein, c'est à voir, ou même obligatoirement israélienne puisque le bien est en Israël, qui va payer et comment. Et je profite, je rebondis sur ce que tu viens de dire. En Israël, selon le droit local, on a le droit de déshériter totalement un enfant, par exemple, ou de transmettre l'intégralité de son patrimoine à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément son enfant. En France, tu nous rappelles le principe applicable? Impossible. 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 Alors, il y a une quotité qu'on va pouvoir donner en fonction du nombre d'enfants, quotité disponible, mais on ne peut pas déshériter un enfant. Alors ça, c'est le principe. Après, il y a toujours quelques exceptions, mais dans le principe, on peut pas. Donc, ce qui existe en Israël, et ce qu'on a du mal à faire comprendre à nos clients français, parce qu'ils sont habitués à ce principe essentiel du droit romain, puisque ça résulte du droit romain, c'est on ne peut pas déshériter un enfant. Ok, super intéressant. Bon, en tout cas, pour les personnes qui voudraient éventuellement déshériter un ou une partie de leur descendance, et voilà, prenez conseil auprès de Georges David et vérifiez. Donc, on a bien compris, il y a un aspect juridique et il y a un aspect fiscal. Oui. L'aspect juridique applicable, il ne va pas forcément de pair avec la fiscalité qui va s'appliquer. La fiscalité va être une résultante du droit appliqué. C'est d'autant plus vrai que lorsque n'importe qui regarde une déclaration de succession française, c'est un CERFA de l'administration fiscale qu'on remplit qui donne lieu à des paiements de droits. Sauf que la première partie consiste toujours à dire quelle est l'option qui a été choisie et qu'est-ce que je vais répartir en fonction, est-ce qu'il reste un époux ou un conjoint survivant ou est-ce que ça va directement aux enfants. Très intéressant, vraiment même. Je vous remercie tous les deux. Participation, Lionel. Je vous remercie tous les deux pour le podcast. Donc pour retrouver Maître Georges David Benayoun, le lien en description, et pour contacter le cabinet Dre & Dre, le second lien en description. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci, avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt tout le monde.